Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 19 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Syrie, la très sale guerre. Mais avant de faire un petit peu de géopolitique, revenons quand même sur la fin du troisième trimestre, en tout cas pour les gestions qui utilisent les produits dérivés, contrats à terme, options, etc. Donc vendredi, c'était la journée des 4 sorcières, et elle s'est conclue par une performance, on va dire, satisfaisante pour les places européennes. Une hausse de 3 à 4% du 17 juin au 16 septembre. Aux États-Unis, alors là, il y a de quoi écarquiller les yeux. Le S&P prend environ 3%, le Dow Jones plus 2,5% depuis le 17 septembre, et le Nasdaq plus, écoutez bien, plus 9,2%. C'est-à-dire 3 fois plus que le Nasdaq et pratiquement 4 fois plus que le Dow Jones. Alors une telle différence de performance sur le Nasdaq, il faut remonter en fait à l'an 2000, en pleine bulle des dot-com, quand le Nasdaq s'envolait de 10 à 15% par mois, tandis que le Dow Jones gagnait 2 ou 3%. Et cette fois-ci, on identifie parfaitement quel a été le levier qui a permis au Nasdaq de s'arracher nettement au-delà de la performance des indices historiques. Alors dans un premier temps, sur juillet-août, ça a été essentiellement les réseaux sociaux, Facebook, ça a été aussi Tesla, ça a été la net économie. Et puis à partir de mi-septembre, c'est Apple qui a pris le relais. Et là, Apple, on change de dimension, puisque c'est la première capitalisation planétaire devant Google. Alors Google, oui, a bien progressé en juillet-août, mais rien de comparable à ce que l'on a observé sur Apple la semaine dernière, semaine des 4 sorcières, et Apple qui engrange miraculeusement plus 12%. Un Apple qui a été porté par des rumeurs de grand succès de l'iPhone 7, de rupture de stock. La même rupture de stock que l'on observe d'ailleurs depuis 2005 ou 2006, puisqu'on nous la rejoue chaque année, évidemment, le coût de la pénurie. Mais les files d'attente devant les grands magasins Apple sont loin d'avoir atteint cette année les proportions qu'on avait pu observer pour l'Apple 5 et pour l'Apple 6. Donc cette pénurie, évidemment, c'est de la stratégie et c'est de la com, mais pas de déchaînement, pas d'hystérie autour de l'iPhone 7, contrairement à ce que l'envolée d'Apple pourrait laisser croire. Alors s'il n'y a pas effectivement d'hystérie autour de l'iPhone 7, la hausse de 12% d'Apple, elle a été orchestrée à dessein pour permettre justement au Nasdaq de rejoindre le S&P et le Dow Jones dans leur série de records historiques absolus. Et Apple, la semaine dernière, a permis au Nasdaq de renouer avec les 5250, de revenir en fait à 0,5% du record historique absolu établi début septembre. Donc c'est terminé pour le troisième trimestre, avec donc ces différentiels de performance absolument considérables. Un troisième trimestre qui s'achève également sur une perspective, celle de la dégradation des marchés obligataires, quelles que soient finalement les décisions que prendront ou ne prendront pas les banques centrales. Oui, c'est un peu ce message, cette tension de taux qui semble indiquer une petite perte de crédit, c'est le cas de le dire, de la part des banques centrales. Mais le quatrième trimestre, lui, débute non pas sur de nouveaux indicateurs techniques, car aujourd'hui, il n'y en a pas, mais bien sur un basculement géostratégique majeur
Et bien entendu, il faut revenir sur cette frappe contre des positions de l'armée régulière syrienne à Deir ar-Zor en Syrie. Une frappe qui a fait plus de 80 morts dans les rangs de l'armée syrienne. Une frappe dite par erreur, d'après la communication du Pentagone, ce qui est évidemment un mensonge absolu. Cette position syrienne bombardée étant tenue justement par les forces syriennes depuis des semaines. En plus de ça, on sait que les drones ou les satellites sont capables de lire l'heure sur la montre des belligérants, voire de lire leurs messages sur leur téléphone portable. En plus de ça, toutes les communications sont écoutées. Donc, il est évident que le Pentagone savait pertinemment que les hauteurs au-dessus de l'aéroport de Deir ar-Zor étaient occupées par l'armée syrienne. Ce bombardement a donc été effectué à dessein. D'ailleurs, il n'y a strictement personne qui croit au mensonge officiel de la frappe par erreur. Donc il faut se demander maintenant, qu'est-ce que signifie cette frappe, qui n'est pas une erreur? Alors, dans le pire des cas, eh bien, l'aviation américaine et australienne sont venus en aide tout simplement aux combattants de Daesh. Alors peut-être s'agit-il de factions qui sont fidèles ou loyales envers les États-Unis. Ou alors si ce n'est pas le soutien à Daesh, qui a d'ailleurs repris la position bombardée, et il va falloir de nouveau déployer et dépenser beaucoup d'énergie et sacrifier beaucoup de vies humaines pour reprendre cette position. Donc si ce n'est pas pour soutenir Daesh, alors c'était une déclaration de guerre à la Russie. Puisque, évidemment, sans la Russie, l'armée syrienne aurait été absolument incapable de reprendre militairement les hauteurs de Deir ar-Zor. Donc, est-ce une déclaration de guerre à la Russie? Compte tenu des récentes déclarations de Hillary Clinton et d'autres néoconservateurs qui soutiennent depuis des années, bien sûr, le rétablissement d'une guerre froide, on peut dire que ça fait du sens. Et puis, alors, dans le pire des cas, on peut se dire que le bombardement du week-end, eh bien, c'est d'une pierre deux coups, effectivement, redonner un avantage militaire à Daesh et déclarer la guerre à la Russie. C'est évidemment un fait d'une gravité extrême, un fait qui, évidemment, va rendre lisible l'action américaine en Syrie, puisque depuis le début des frappes contre Daesh, on n'a jamais eu de communiqué annonçant la mort de plus de 5 combattants. Et là, d'un seul coup, on a 80 soldats, voire plus, 80 soldats syriens tués. Donc on voit bien que les États-Unis jouent un jeu très trouble en Syrie. Et donc là, c'est vraiment une très sale guerre. Une guerre peut-être que M. Trump songerait à arrêter. Mais il est évident que Hillary Clinton et les néoconservateurs qui la soutiennent, eux, sont certainement aujourd'hui absolument ravis du tournant, compris les événements ce week-end en Syrie.